Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 25 février et à la une de cette édition, l'élaboration du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de Mayotte. Ce matin, les élus du conseil départemental se sont réunis dans l'hémicycle en présence du cabinet Horvat en charge du projet. Attendu depuis longtemps, ce schéma doit dynamiser le secteur du tourisme grâce à un plan sur 5 volets. Il concerne notamment l'offre, la formation et le marketing. Plus d'informations dans ce sujet signé Paul-Arthur Avit. Il n'y avait pas foule ce matin dans l'hémicycle. Pourtant, le lancement du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de Mayotte était attendu depuis longtemps. Il était question de présenter et élaborer le projet en lui-même. Aujourd'hui, l'action consiste à mettre en place l'élaboration du schéma du développement touristique. Il ne s'agit pas encore du schéma lui-même, de la restitution, mais l'élaboration. On présente aussi ici le bureau d'études qui est chargé d'élaborer le schéma. Le schéma consiste à mettre en place des actions pour rendre Mayotte plus attractive en matière de développement économique. Le directeur du cabinet Horvat HTL nous en dit plus sur son schéma régional de développement du tourisme de l'île aux parfums. Nous allons rédiger le schéma régional de développement touristique, donc pour le compte du département, et c'est le fait de définir une ambition, un projet touristique pour Mayotte, comment développer touristiquement le territoire, comment créer des emplois, comment valoriser l'ensemble des savoir-faire et des richesses naturelles, environnementales et humaines du territoire de Mayotte. Donc c'est un travail qui va durer sur toute l'année 2019, qui est un travail qui va ensuite avoir un impact sur les 10 ans qui viennent. Et donc l'objectif, c'est bien de définir un plan d'action opérationnel permettant de faire un certain nombre de priorités et d'y affecter les moyens pour qu'on puisse embrayer, enclencher un véritable développement touristique qui n'a pas encore vraiment eu lieu jusqu'à présent. Maintenant que l'élaboration et la présentation du schéma est faite, il faut passer à l'action pour que cette initiative ne soit pas encore un coup d'épée dans l'eau. Depuis la semaine passée, la CAPAM possède un nouveau président, le 3e de son histoire. À 34 ans, Toumani Saïd prend les rênes d'une institution qui peine à prendre son envol. Pour inverser la tendance et assainir les finances, un nouveau staff se met en place. Ce matin, nous recevions Sharif Abdallah, le vice-président de la CAPAM. Conscient de la tâche difficile qui attend cette nouvelle équipe, ce dernier ne tarit pas d'éloges sur le jeune président de l'institution. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Millan. Oui, on a constaté que le nouveau président est jeune de 34 ans, donc sérieux et a travaillé depuis longtemps. C'est pourquoi les agriculteurs l'ont choisi. Alors, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les pêcheurs. Vous en êtes l'exemple vivant. Oui, parce qu'elle était choisie d'abord par les agriculteurs et nous, les pêcheurs, on l'a soutenu. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Qu'est-ce qui vous a séduit? C'est quelqu'un stable et sérieux. Donc, le mandat qui est achevé, il était là. Donc, ses analyses, ses interventions nous ont permis de l'identifier que c'est l'homme de la situation. Vendredi dernier, l'annonce a pris tout le monde de court. Le breakdance a été inscrit dans la liste des sports additionnels en lice pour intégrer le programme des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Depuis, le monde de la culture hip-hop est partagé entre sentiments de reconnaissance et peur d'une perte d'identité de cette discipline. En effet, jusqu'alors, le breakdance était davantage considéré comme un art que comme un sport. Ce matin, nous recevions sur notre plateau la directrice de l'association Hip Hop Evolution et la big girl Karima. Que pense-t-elle de cette décision et pourquoi? Réponse dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. Le breakdance ou b-boying est un style de danse développé dans les années 70 au sein des communautés afro-américaines et latinos du Bronx à New York. Depuis 2004, cet art de rue tend à devenir un sport suite à l'arrivée de gros sponsors et de nouvelles compétitions internationales telles que le Red Bull BC One. Depuis vendredi, la discipline est en liste pour intégrer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, une décision qui divise dans le monde du hip-hop. En fait, ce qu'ils veulent depuis longtemps au niveau des ministères, c'est créer des formations qualifiantes, diplômantes qui sont très claires.
Et moi, en tout cas, avec le recul, le peu de recul que j'ai, et peut-être que Karima a un avis là-dessus, moi je dis attention, là c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une liberté effectivement des personnes du mouvement hip-hop de faire de la transmission, et ils sont pas obligés de passer un diplôme. Je veux pas caricaturer et stigmatiser, mais les gens du hip-hop sont aussi des gens qui n'ont peut-être pas envie de passer un diplôme avec un écrit, avec un oral, parce que s'ils ont pris ce mouvement et cette culture, c'est qu'ils avaient des choses à dire et qu'ils sont pas d'accord avec ce système-là, ou en tout cas pas complètement. Et ils ont envie en tout cas de faire partie de cette réflexion, et il faut pas les oublier. La discipline est déjà inscrite aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Il faut dire que 80% des pratiquants français sont âgés de moins de 18 ans. Si aujourd'hui une participation aux Jeux Olympiques peut faire rêver les plus jeunes, les b-boys et b-girls refusent que la culture hip-hop se fonde dans le moule des Jeux Olympiques. C'est une danse. Ouais. Maintenant, sauf que ça là où on peut en discuter aussi. Au moment où c'est olympique, ça y est, c'est sport. Oui, mais en même temps, le vrai terme de cette danse-là, c'est le b-boying. Ouais. Donc moi, ça m'arrangerait bien que la breakdance, le côté perf, parte du côté, parce qu'il y a un côté spectaculaire qui mérite sa place quelque part dans les Jeux Olympiques. C'est vrai, il y a des vrais sportifs dans cette danse. Il y en a qui ont vraiment mené ça comme un sport. Donc je comprends cette démarche. Mais le vrai terme, c'est b-boying. C'est pas la performance qui est mise en avant, c'est la recherche. Et c'est l'identité. C'est pas une chose qu'on va retrouver dans les Jeux Olympiques, je pense pas. En clair, le breakdance aux Jeux, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Pour l'association Hip Hop Evolution, cette annonce ne va pas changer l'approche qui est faite de cet art, à moins que les jeunes danseurs demandent à devenir des sportifs, avec les contraintes que cela implique. Ça le changera si la demande elle vient des jeunes. En fait, voilà, c'est notre fonctionnement. Donc de toute façon, si vraiment on sent une envie, une volonté, on n'ira pas à l'encontre, mais on ira toujours dans la pédagogie, dans l'explication. C'est aussi pour ça qu'on fait venir beaucoup d'intervenants de générations différentes pour que justement ils se nourrissent aussi de cette culture et de ce mouvement. Et moi, j'irai pas à l'encontre parce que voilà, je suis moi pour dire que ce serait mieux ou moins bien. Simplement qu'ils le fassent en conscience. Vraiment en conscience de qu'est-ce que ça peut apporter, mais qu'est-ce que ça peut aussi faire disparaître. Donc oui, ça peut changer, mais en même temps, comme disait très bien Karima, on est un mouvement, donc dans la réalité, tous les mois, nous, ça peut changer. Avant d'imaginer un danseur mahorais champion olympique de breakdance, il faudra attendre décembre 2020, date à laquelle le comité international olympique décidera si oui ou non cette discipline devient un sport de l'Olympe. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Dagenius du groupe Dagenius Team. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, la directrice de l'association Hip Hop Evolution qui était présente ce matin, Sophie Huvet. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, je me tourne d'abord vers vous, puisque vous êtes un artiste. Vous avez entendu toute cette polémique, ou en tout cas ces débats autour des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'artiste et en tant que membre éminent de la culture hip-hop? Est-ce que vous aussi, vous avez cette peur que, quelque part, ça travestisse l'esprit du hip-hop? Alors, je ne sais pas si ça va travestir, mais je trouve que ça va être très très difficile pour en faire une discipline sportive, parce qu'il va falloir le juger, il va falloir départager des gens qui vont compétitionner. Mais ça existe déjà aujourd'hui. Il y a des battles, il y a des compétitions, il y a des juges, mais qui jugent une démarche artistique. Et encore là, le jugement, c'est les juges eux-mêmes qui prennent une décision sur place. C'est vraiment leur jugement. Ça ne veut pas dire tout simplement que les autres sont meilleurs que ceux-là. Mais dans la démarche ou dans les juges qui étaient là, ils ont plus apprécié, ils ont plus eu de ressenti par rapport aux gagnants, par rapport aux autres, je dirais ça. Mais là, c'est par exemple comme quand on fait du 100 mètres, on connaît le gagnant. Enfin, il part du début à l'arrivée, il y en a un qui passe en premier. C'est très facile à juger. Là, maintenant, c'est du breakdance, c'est de la culture, c'est du hip-hop. Comment ils vont faire? Ça, c'est la première des grandes questions à se poser. Si on enlève le côté culture, breakdance, on met que la performance, je dirais pourquoi on n'est pas resté dans les salles de gymnastique où il y a des acrobates qui font ça. Donc, pour ramener le b-boying dans le sport. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas du tout convaincu, mais je demande à voir. Alors, vous êtes à l'origine de la création de Dagenius Team en 2012. Votre musique, c'est une musique qui mélange justement de la culture urbaine. Ça va du beatbox en passant par le beatmaking. Vous avez aussi du slam. C'est basé aussi sur le slam. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration, justement? D'où vient votre inspiration? Moi, à la base, je suis slammer.
Donc j'ai commencé à slammer depuis 2006, je pense. Puis je me suis juste dit pourquoi me donner une identité de slammer, tout simplement me contenter de ça ou de me contenir, et alors que j'avais dans mon esprit plein de choses à vouloir donner. Donc j'ai commencé à me tourner vers la musique, c'était de faire du slam avec la musique locale qui était le folk, qui était le traditionnel. Donc petit à petit ça a évolué, je me suis dit, ben, moi je sors d'une culture depuis tout petit, il y a le rap, il y a les musiques qu'on écoute, le jazz, le soul, le R&B. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me tourner sur tout ce qui m'a formé, entre guillemets. Et je me suis tourné sur tout ce qui m'a formé, et ça a donné le cocktail qu'on fait aujourd'hui, qui est tout simplement une musique du monde avec une grosse base de slam derrière qui supporte le tout. Alors vous êtes un artiste comorien, vous avez répondu favorablement à l'invitation de l'association Hip Hop Evolution. Pourquoi avoir dit oui et avoir accepté de participer à ce festival? Déjà l'esprit Hip Hop Evolution, qui est tout simplement un esprit de partage, qui est très ouvert, qui est dans l'esprit de ce que devrait avoir l'esprit de l'art actuellement, c'est le partage, l'envie, le donner, l'amour, toutes ces doctrines des fois on les perd avec la commercialisation de l'art et de la culture en ce moment, et que moi je retrouve ici à Mayotte, je trouve qu'on est toujours resté sur le partage, l'envie de donner, surtout l'envie de donner que de recevoir en fait. C'est vrai que ces jeunes aujourd'hui, on voit les danseurs, mais aussi les artistes, c'est pas encore institutionnalisé, ils ne vivent pas forcément de leur métier, et ils sont pas dans cette démarche où ils veulent gagner de l'argent, ils sont vraiment dans une démarche de plaisir et de donner dans ce qu'il y a de plus noble dans l'art. C'est exactement ça. C'est ça qui vous a attiré? Oui, mais en même temps, c'est pas que les artistes, les jeunes qui sont là, mais même les dirigeants, ils donnent. Quand je dis ils donnent, c'est même un gros sourire. Je suis arrivé, dès que moi en arrivant ici, j'ai des gros sourires du début à la fin. Tout le monde m'a accueilli comme un prince, alors que je suis loin d'être un prince. Mais voilà. Donc c'est tout ce partage, toutes ces envies, toute cette envie de donner, qui me fait qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas dire non. Que c'est un plaisir d'être là, et que j'espère vous allez aussi être donner notamment, autant que j'aurais reçu. Le 1er mars, vous allez notamment ouvrir le festival justement avec votre groupe. Ça aussi, c'est un honneur, j'imagine, d'ouvrir le festival. Oui, c'est un honneur, c'est une pression, et puis aussi, je dirais, c'est une reconnaissance de la part des organisateurs des Hip Hop Evolution, que je les remercie jusqu'à maintenant d'ailleurs. Sophie, je me tourne vers vous. Pourquoi avoir choisi ce groupe et c'est ce spectacle, puisque c'est un spectacle en fait. Pourquoi être allé les chercher? Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors, ce qui nous a séduit, parce que moi j'en ai entendu parler par le biais du CCAC, dont Dagenus fait partie et actif dans le CCAC. Et, CCAC, on rappelle, le Centre de création artistique et culturelle des Comores, qui est physiquement basé à Moroni, mais qui intervient sur l'ensemble des Comores. Et nous, on fait régulièrement en fait des liens, on a des collaborations, de la coopération régionale artistique. Et c'est vrai que jusque-là, on était beaucoup plus sur des acteurs principalement danse. Et plusieurs fois, on s'était déjà croisés. Et en fait, j'ai entendu parler de ce spectacle qui mixait en fait plusieurs. Alors déjà le slam, parce que nous, ça nous intéressait beaucoup de travailler sur le slam, mais aussi il y avait un mix de différentes disciplines. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est quand il m'a dit, mais tu sais que ce spectacle, on intègre aussi des danseurs. J'ai dit, oh bah alors là, je crois que ça ne peut on peut que se rencontrer. Et surtout le challenge, en tout cas le challenge qui se donne régulièrement. Ça a été de dire on vient et on va travailler en atelier avec 4 danseurs de Mayotte, et c'est eux qui participeront à notre spectacle. Donc c'était moi je trouve que ça c'est un bel échange. Une collaboration. Une belle collaboration. J'espère qu'on aura l'occasion d'accueillir aussi leurs danseurs dans d'autres actions, parce que je sais que c'est important pour un groupe de pouvoir aussi se déplacer en entier. Mais là, nous aussi, c'est vraiment la philosophie du festival. C'est aussi pour ça qu'il y a toute cette semaine de préparation en amont, où là, on a commencé déjà les ateliers, tout le monde se met au travail. Demain, on accueille d'autres artistes qui vont aussi eux-mêmes se mettre au travail avec 16 autres danseurs et danseuses pour une restitution le dimanche 3 avec le Hip Hop Game Exhibition, qui est encore un nouveau concept qu'on essaie et qu'on tente à Mayotte. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est ce partage qui aujourd'hui caractérise ce festival Hip Hop Evolution. Oui, le partage
et vraiment le partage entre professionnels et amateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de distinction. Bien sûr que voilà, il y a du travail, on va reconnaître ceux qui sont professionnels, on voit aussi les manques aujourd'hui, les manquements, et c'est pas négatif, mais c'est ça aussi l'esprit, c'est que les professionnels se nourrissent des amateurs qui sont dans une recherche brute, dans quelque chose d'originel, et en même temps que les amateurs découvrent voilà aussi les professionnels, leur travail, leur inspiration, parce qu'il y aura aussi des temps d'échange. Cette année, on a la chance, et c'est la première année qu'on arrive à loger toute l'équipe artistique sur un même lieu. Donc j'espère aussi que ça va créer des liens, ça va nouer des envies aussi, pourquoi pas de collaboration. Et si on peut être à l'origine de ça, c'est que du bonheur en fait. Je me tourne à nouveau vers Dagenius. Comment vous définiriez votre spectacle? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce spectacle? Alors, c'est un gros melting pot de tout. Parlez de musique du monde. Musique du monde dans le sens où on fait une musique qui n'a pas forcément une identité. Je ne pourrais pas dire que c'est une musique traditionnelle de chez moi, je ne pourrais pas dire que c'est de la soul, du jazz, du hip-hop, c'est un mélange, donc ça reste... Il y a de l'acoustique, de la guitare, il y a aussi de la guitare, il y a du caron de la percussion, il y a du beatmaking avec un ordinateur, il y a du beatbox avec des voix, donc après il y a du chant, il y a la poésie en slam, et puis il y a toute cette parole, toute cette mélodie, toute cette énergie qui est traduite en mouvement par le corps des danseurs qui vont être là. Et ça va pas être des chanteurs, des slammeurs et des danseurs, mais ça va être un corps ensemble. Vous êtes combien en tout? On est 4. Le groupe est constitué de 4 personnes et vous avez des danseurs qui vous accompagnent. Sur ce spectacle, on a 3 danseurs, plus nous. Mais ici à Mayotte, on aura 4 danseurs, plus nous. Mais encore une fois, je ne veux pas mettre cette distinction entre les danseurs et nous. C'est plutôt un spectacle ensemble. Donc on va essayer de vraiment faire corps ensemble et peut-être que je vais danser, je ne sais pas, on va voir. Vous venez d'arriver sur le territoire, vous parlez justement de partage, de collaboration. C'est aussi ça que vous êtes venu rechercher, rencontrer de nouvelles personnes pour vous enrichir aussi dans votre à chaque voyage, c'est toujours un enrichissement. C'est de voir et d'apprendre en fait de la culture des autres, de s'enrichir de tout ce qu'on n'a pas forcément chez soi, mais c'est de s'ouvrir au monde et d'apprendre le maximum possible. Sophie, je me retourne vers vous. Le programme, ça va commencer ce vendredi 1er mars. Ça va être riche. Ça commence justement avec ce spectacle. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les dates et les heures? Alors, il y aura quand même 2 petites avant-premières, parce que nous, on aime bien vraiment organiser ce que j'expliquais. Notre concept, c'est de faire des soirées spectacles, c'est-à-dire de pouvoir en avoir vraiment... d'avoir un aperçu de différentes choses. Ça, c'est récent, ça fait 2-3 ans que ça se développe. Oui, ça marche très très bien, les gens sont plutôt contents. Donc le 1er mars, en fait, on va avoir l'agréable surprise de retrouver Utungu, mais dans un petit extrait, ça ne va pas être trop long. Ce ne seront pas les danseurs originaux. Exactement, avec 8 jeunes, c'est-à-dire que normalement c'est un spectacle à 4, mais là ils vont doubler les rôles, avec donc 8 jeunes de 14-15 ans qui sont issus de la Hip Hop Academy. On enchaînera avec un nouveau travail de création de Hassan Mohamed, mais qui n'est pas encore terminé. C'est une première restitution, donc Narizongoloé, pour ensuite enchaîner avec les 2 spectacles, on va dire, finaux et c'est nos 2 spectacles d'ouverture qu'on a vraiment voulu dans l'ouverture. Et quand je dis hip-hop évolution, c'est aussi ce mot évolution qu'on travaille beaucoup. Avec le spectacle Msafara, et puis avec 2 circassiens, jeunes sortant du CNAC, du Centre National des Arts du Cirque, une petite année où ils ont pu travailler une première création en duo, Corentin et Emma, et vraiment ça vaut le détour aussi, puisque c'était une des rares femmes au monde à faire des sangles, et puis Corentin qui est un accro-danseur, et vraiment un travail de duo qui a déjà fait ses preuves, puisqu'il a déjà commencé à tourner dans la France et dans l'Europe. Donc on est pareil, c'est un travail qui n'est encore pas totalement terminé. Et puis ensuite on aura la soirée spectacle, la 2e soirée spectacle le 2 mars, qui celle-ci sera payante, puisque la soirée d'ouverture on l'a fait gratuite pour l'ensemble du public mahorais. Ce samedi à partir de 19h.
dans le hall du collège de Dembéni. Le 2 mars, nous sommes toujours à Dembéni, mais cette fois-ci à la MPT, la Maison pour tous. On peut parler aussi de la MJC, Dembéni. Donc là, également plusieurs successions de spectacles avec un entracte dînatoire offert et on fait payer 15 € pour les adultes. Donc là, on aura vraiment l'honneur aux femmes. On aura 2 spectacles de jeunes femmes qui vont introduire des spectacles professionnels. Un premier spectacle très basé sur la danse urbaine et un deuxième très basé sur la danse traditionnelle, mais je vous en dis pas plus. Et un spectacle de La Réunion, qui s'appelle Déraciné, et un spectacle des Thaïlandais, plus sous la forme de show chorégraphique, et qui sera rejoint par des danseurs mahorais. Et ensuite, on enchaîne plus sur de l'animation, de l'exhibition, mais toujours autour de la performance, de l'artistique, et tout ça se rencontre. Donc le dimanche, toujours à la MJC de Dembéni. Le 4 mars, on sera toute l'après-midi place de la République à Mamoudzou. Ça, c'est là où tout a commencé finalement, cette place de la République. Exactement, vraiment. Voilà, c'est important pour nous à chaque fois de repasser sur cette place et de montrer que ça peut aussi bien se passer, parce que voilà, ça c'est pas toujours bien fini. Le mardi, on délocalise à Tsingoni, on représente le spectacle Walé, où il y aura aussi un travail avec une nouvelle génération, mais également 2 spectacles de filles avec la compagnie Baltan, qui fait aussi un travail de recherche chorégraphique uniquement avec des jeunes filles, plutôt autour de la danse contemporaine. On reverra le spectacle Mouchtroumché avec les danseuses traditionnelles. Et puis ensuite, on continue les ateliers. On va faire un travail autour de l'acrodance, puisqu'on va travailler, Corentin et Emma vont travailler avec 8 acrobates de Mayotte. Donc ils ne sont pas danseurs, vraiment ce sont des jeunes qui se caractérisent comme des acrobates, du trekking. Et l'enjeu, c'est de faire une restitution dans le hall de la concession MMC. Donc là, c'est l'enjeu aussi de rapprocher le secteur économique privé. Et je remercie vraiment le directeur d'ouvrir ses portes. Donc là, c'est sur invitation, donc n'hésitez pas à nous appeler et à m'appeler, à regarder sur la page Facebook Hip Hop Evolution. On a l'honneur également d'accueillir B-Boy Lilou, un des meilleurs B-Boy français et au monde, qui a l'honneur de venir cette année pour être jury au Battle of the Year, mais qui présentera une conférence. Il est notamment en charge de l'équipe de France, il me semble. Il est dans la collaboration. On ne sait pas encore, je pense que là les places ne sont pas encore complètement déterminées, mais voilà, je pense qu'il aura une place, et je suis vraiment impatiente de savoir aussi ce qu'il en pense et comment il pense des Jeux Olympiques. Voilà. Mais en tout cas, il présentera une conférence sur ses 20 ans de carrière, et c'est très intéressant de venir l'entendre. Parce que, au-delà de la démarche, lui, il a pris en compte une carrière internationale, donc il l'explique très bien, et il a créé aussi son propre concept qui s'appelle Street Off. D'ailleurs, il va tourner 3 jours à Mayotte sur son concept Street Off, et c'est une belle visibilité aussi pour Mayotte, parce qu'il est regardé par des millions de personnes. En fait, c'est vraiment un concept autour de la vidéo et de la danse. Et puis on clôturera bien sûr ce festival, et voilà, parce que c'est vrai que c'est l'origine avec Battle of the Year, donc les qualifications 1-1, B-Boy et B-Girl cette année, donc le 8 mars dans la commune de Bandrabois, et le 9 mars on reviendra sur Mamoudzou avec les qualifications de crew au gymnase de Cavani. Merci beaucoup Sophie Huvet. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Hip Hop Evolution. Et puis merci beaucoup aussi à Dagenius, de Dagenius Team. Et puis rendez-vous donc ce vendredi 1er mars. On sera présent pour découvrir votre spectacle. Merci à vous. Merci beaucoup. La présence à Mayotte d'un candidat à l'élection présidentielle comorienne, le comité interministériel des Outre-mer ou encore 400 kilos de marchandises saisies dans un kwassa. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 25 février. Le 24 mars prochain, le premier tour des élections présidentielles aux Comores opposera 13 candidats. Parmi eux se trouve l'ancien ministre des Affaires étrangères comorien Souler Sambi, Fami Saïd Ibrahim. En 2008, ce dernier s'était fait remarquer pour avoir interdit les reconduites à la frontière des ressortissants comoriens expulsés de Mayotte. Depuis samedi, il est sur le territoire pour aller à la rencontre de la communauté comorienne et mener une campagne au sein du 101e département de France. De quoi faire se soulever les membres du collectif de Mayotte qui ont lancé ces quelques mots, je cite, « Sa présence est une provocation et une insulte à tous les Mahorais dont il nie le choix de rester français. Cette insulte à notre histoire est une atteinte à l'ordre public et nous demandons aux autorités de procéder dans les plus brefs délais à l'exfiltration du territoire de Fami Saïd Ibrahim. » Problème, l'homme politique comorien possède la double nationalité.
ce qui l'autorise à aller et venir librement sur l'ensemble du territoire français. Vendredi matin s'est tenu à Paris le comité interministériel des Outre-mer afin de réaliser un premier point d'étape sur les actions de l'État menées dans ces territoires depuis la clôture des assises et la publication du livre bleu Outre-mer. Selon l'État, 66% des actions et projets prévus dans le livre bleu sont déjà réalisés ou engagés. Ces mesures sont complémentaires de celles menées dans le cadre de plans spécifiques tels que le plan pour l'avenir de Mayotte. L'objectif affiché par le gouvernement est de faire des Outre-mer des territoires pionniers en termes de développement durable avec la trajectoire Outre-mer 5.0 qui vise à se rapprocher du zéro déchet, du zéro carbone, du zéro exclusion ou encore du zéro vulnérabilité. Au cours du comité interministériel, les ministres ont échangé sur l'état d'avancement de 20 actions emblématiques, parmi lesquelles la lutte contre le décrochage scolaire, la réduction du coût du travail ou encore la fin du charbon dans les départements et régions d'outre-mer. Et depuis l'annonce du plan pour l'avenir de Mayotte, les opérations se multiplient dans de nombreux domaines afin de lutter contre l'illégalité sous toutes ses formes. À ce titre, jeudi dernier en fin de matinée, l'équipage de la section aérienne de gendarmerie de Pamandzi a détecté la présence d'une embarcation déposant plusieurs personnes ainsi que des ballots sur la plage de Tapani dans la commune de Bandrélé. Les gendarmes de la brigade et du détachement spécial d'intervention de Mzoazia se sont rendus sur les lieux et ont vu une vingtaine d'individus fuir pour ne pas être arrêtés. Les militaires ont néanmoins pu mettre la main sur 18 ballots contenant 1000 cartouches de cigarettes, 18 ballots de tabac et des produits d'hygiène. En tout, ce sont 400 kilos de marchandises qui ont été détruits, tandis qu'une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Mzoazia. Tout autre sujet maintenant, le raccordement du nouveau câble sous-marin en fibre optique reliant Moroni à Mamoudzou a eu lieu ce jour. Ce projet de 15 millions d'euros, financé en partie par la Banque mondiale, entre dans sa phase finale. Long de 400 km, Fly Lyon 3 va renforcer le réseau des opérateurs dans l'archipel des Comores, grâce notamment à sa capacité de 4 terabits, de quoi réduire les chances d'être un jour coupé du monde. Et si tout se passe comme prévu, la mise en service de Fly Lyon 3 sera effective en juillet prochain. Écoutons Karine Romanetti, responsable stratégie réseau et système sous-marin chez Orange. Un projet de cap sous-marin, c'est un projet de longue haleine, avec une phase de négociation entre les acteurs pour l'investissement, une phase de conception, de fabrication du câble sur mesure en usine, et puis une phase de pause, à la fois de la partie immergée, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, l'installation marine, et puis une phase dans les stations, donc les équipements terminaux. Donc là aujourd'hui c'est une étape effectivement en fin de projet. Nous allons demain voir cette étape clé avec une fin d'installation qui est prévue à la fin du mois. Elle a commencé début février côté Grande Comore, vers Moroni. Elle se conclut demain. Et puis ensuite restera la phase de finalisation d'installation des équipements dans les stations avec une mise en service du câble prévue pour début du 3e trimestre 2019. Environnement, pour clore ce journal, 2 fois par mois, l'association GEPOMAI, avec l'appui du Conseil départemental et du Parc naturel marin, mène une action de veille écologique et scientifique sur les populations d'oiseaux à Mayotte. Aujourd'hui, ils étaient pas moins d'une dizaine de bénévoles à se réunir pour une grande opération de comptage d'oiseaux dit limicole. Une opération qui s'inscrit dans un projet de plus grande ampleur, celui d'un recensement global des oiseaux côtiers à Mayotte. Un reportage de Marion Tellier. Le secteur qu'on va faire, c'est le 4.1, donc c'est tout le trait de côte en fait là qu'on a juste devant nous. L'idée c'est, moi je scanne dans un premier temps aux jumelles pour repérer un peu comment sont répartis plus ou moins les oiseaux. Et puis après je me sers de la longue vue pour préciser vraiment mon comptage, être sûr de bien identifier les espèces et d'avoir le nombre le plus proche de la réalité possible. Une fois l'espèce identifiée, il ne reste plus qu'à noter l'observation sur un petit calepin. C'est ainsi que débute le recensement. Aujourd'hui, les équipes de GEPOMAI se concentrent sur des populations d'oiseaux bien spécifiques, les limicoles, des oiseaux au bec profilé pour chercher leur alimentation dans la vase. La difficulté qu'on a, c'est que ce sont des oiseaux qui sont en plumage hivernal, malgré la température. Et du coup, ils ont souvent un plumage assez gris. Gris, marron, noir, assez sombre. Et comme on peut le voir, c'est qu'on est sur un substrat qui est marron, gris, noir par endroits. Donc des fois, on a un peu du mal à les repérer. Mais voilà. Et du coup l'idée, c'est d'être synchro avec les autres groupes pour avoir un comptage complet à un instant T.
pour limiter justement le biais des oiseaux qui se déplacent sur un autre site et d'avoir du coup des doubles comptages. Les groupes de bénévoles se sont répartis sur les différents points stratégiques de Petite Terre. Ils étaient cet après-midi pas moins d'une dizaine mobilisés pour cette grande opération de comptage. Il y a 4 équipes en fait qui tournent sur la vasière. Donc nous on va s'occuper donc de cette partie-là et du beach rock. Donc c'est la partie qui est plutôt qui est de l'autre côté de la vasière là-bas, qui donne sur une partie du port de Dzaoudzi, et puis après tous les voiliers que l'on peut apercevoir derrière les palétuviers. Après, on a une autre équipe qui se trouve actuellement donc plutôt de ce côté-ci de la vasière, que l'on peut voir en face. Et après, sur la vasière, c'est tout ce qu'on va avoir, il me semble. Derrière, on va avoir la partie Papani, plage des Badamiers, donc c'est pas la même zone. Et après, on a une autre équipe qui est sur le platier de l'aéroport. Ces populations d'oiseaux se reproduisent dans l'hémisphère nord et migrent dès l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère sud pour s'installer le long de la côte africaine. De Madagascar aux Comores, en passant par Mayotte jusqu'en Afrique du Sud, l'île aux lagons s'avère être la parfaite halte pour ces espèces. Elles affectionnent d'ailleurs tout particulièrement le site de la vasière des Badamiers. C'est une grande lagune. Quasiment fermé en fait, il y a un exutoire là-bas et un autre juste à côté de la petite montagne qui va permettre en fait d'avoir un mouvement d'eau avec le lagon. Donc elle va se remplir et se vider en fonction des marées. Et donc cette grande lagune, du coup, donc c'est un écosystème assez particulier avec pas mal de palétuviers et puis des langues de sable, des vasières. C'est vraiment ici qu'on va avoir la plus grosse concentration d'oiseaux côtiers à Mayotte. C'est sur cette grande lagune. Ces opérations bimensuelles s'inscrivent dans un plus grand projet, le suivi et le recensement des oiseaux côtiers à Mayotte. Au total, 3 populations sont concernées par ces études, les sternes, les pailles en queue et enfin les limicoles, des espèces sur lesquelles il est nécessaire de veiller pour s'assurer de leur préservation. C'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.